Appropriation culturelle. Hey! De retour à Appropriation culturelle podcast après un petit problème technique de son maintenant. Je crois que vous nous entendez. Alors, on est bien content d'être là. Mon nom est Mathieu Proulx. Je suis animateur du podcast Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée pendant environ 60 minutes. Donc, je vous présente mes co-animateurs. Benoît Saint-Pierre. Allô, je l'ai dit tantôt. Salut. Mais je vais te demander de redire. Ok, ben, T'arrives de où? Moi, j'arrive de Pressa. Oui, ça a bien été? Ouais, ça a bien été. La route était bonne. J'ai mangé en vitesse. C'est plus que je le hockey. Ben, j'espère que tu vas avoir le hockey, moi, pour vrai, parce que je vais le redire, parce que je trouve que c'est important. Et quand tu as le hockey, c'est très drôle. Alors, j'espère que tu vas l'avoir longtemps. Ben, je te le souhaite. Merci. J'imagine. Pierre-Marc Langevin, Bonjour Mathieu Pro. comment ça va? Ça va bien toi? Oui? Pourquoi on est ici? Ce soir, c'est parce que c'est un show spécial. On a un show en collaboration avec Médiaté et le Théâtre des Esquerres, le seul Théâtre des Esquerres au Québec. Ouais, ben, c'est ça, ouais, Sûrement c'est ça. à Amos. Mais ouais, dans le fond, pour combler le manque de spectacle qui est fait au théâtre, Mathieu. Ouais. Parce qu'on sait qu'on est tombé, nonobstant, dans une zone rouge. Tu lis ton texte, hein? Mais ouais, c'est ça, dans le fond, c'est le Théâtre des Esquerres qui nous a approchés pour combler le manque de spectacle, pour pouvoir divertir les gens. Quoi de plus, et rencontrer la troupe de la pièce de théâtre qui va nous joindre ici. C'est Discussion avec mon pénis. Mathieu? Conversation. Conversation, pardon. Ouais, Conversation c'est un avec mon synonyme, pénis. dans le fond, ça. Tu veux-tu nous présenter nos invités? Mais Mathieu? juste avant de commencer, n'hésitez pas d'envoyer vos commentaires parce qu'on peut poser les questions live aussi. Fait que moi, je suis le feed sur mon téléphone parce que Tu vas suivre ça, toi? super technologique. Modérateur? Non, pas modérateur, mais juste suivre s'il y a des questions ou des commentaires On va les pertinents, relayer. on va les dire. On va les relayer. Mais On va merci, relayer. Pierre-Marc. Tu peux peut-être monter une échelle. Je vais monter à une C'était échelle. bon aussi. Non, mais on va arrêter de niaiser. On va présenter nos invités. Ils devaient être en spectacle ce soir au Théâtre des Esquerres, mais évidemment, ce n'est pas possible dans le contexte. Ils sont comédiens et il est auteur aussi, et propriétaire, ben pas auteur parce que c'est une pièce adaptée, mais metteur en scène et tout ça. Donc, on parle à Marc-André Thibault et Gabriel Lessard. Allô, allô. Allô, comment ça va? Allô, comment Ça va va-tu? très bien. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Ouais? Ben, Parce c'est que sûr, là- j'aurais aimé mieux être en vrai à Amos pour jouer notre show, mais c'est un baume quand même de pouvoir en parler puis de pouvoir être avec vous autres. Ouais, c'est ça, parce que là, c'est pas le premier spectacle que vous faites annuler cette année, là, j'imagine. Ça doit commencer à peser lourd un peu. Ouais, ben avec ma compagnie, avec le Théâtre Bistouri, on a une grosse année. On est rendu à un peu plus de 80 shows sur 4 ou 5 spectacles différents là, qui sont annulés ou repoussés à plus tard. Donc, ben, c'est sûr que c'est des coûts qu'on encaisse, mais en même temps, on essaie de voir ce qui s'en vient puis de garder le moral. Ouais, y a-tu l'avenir de ça? C'est quoi le futur? Le moral, on réussit à le garder comment? De quelle façon on se dit, bon, on Ben, laisse faire une reprise? c'est sûr que ça demande beaucoup de résilience quand on est tout le temps en train de reprogrammer à plus tard, puis de dire, OK, ben là, on pense qu'on va pouvoir le jouer à ce moment-là. Mais je te dirais que présentement, là, notre ligne d'horizon, c'est de voir l'automne. Pour les plus grosses salles, on se dit, OK, l'automne, on va peut-être pouvoir faire des shows dans des salles où les gens vont être encore un peu distanciés. Puis ensuite, peut-être après, là, moi, je pense qu'en hiver, on va peut-être pouvoir rentrer dans des salles un petit peu plus petites. Ouais, ben, on le souhaite, j'espère. Moi, j'ai hâte. Là. On a vu on a vu un peu de théâtre cet automne. Puis, ben, d'ailleurs, Gabriel, qui sa pièce ici, a été présentée au Théâtre des Esquerres cet automne. Et puis, c'était excellent. Puis ça faisait tellement de bien de voir, tu sais, on parle oui, il y a du virtuel. Là. Je ne sais pas si vous en avez fait un peu, mais l'art vivant sur scène, c'est autre chose que de faire des choses au travers de son écran. Avez-vous testé un peu le virtuel au Théâtre Bistouri? On est en train d'en développer des projets, mais c'est le genre d'affaires que ben, on se revire rapidement, on essaie de créer des nouvelles affaires ou d'adapter. Donc, Bistouri n'a pas encore mis en place de nouvelles productions, mais moi, j'ai participé à d'autres productions. Là. Je participe à un projet avec le Théâtre du CEP. D'ailleurs, à partir de demain, pendant 3 jours, on va pouvoir voir ce projet-là de la gang de la fratrie. Je vous suggère d'aller jeter un œil parce que c'est vraiment bon. Ça se passe où, ça? C'est sur Facebook?
Donc, c'est sur le site de DUCEP, vous allez pouvoir avoir un lien OK. et c'est en 3 jours seulement en streaming. C'était dans l'objectif de montrer qu'il y a encore des actions qui se font, il y a des résidences de création et il y a une captation en fait de la prochaine pièce de cette compagnie-là, La Fratrie. Ils ont fait une captation justement pour préparer leur show qui s'en vient normalement à l'automne. Oui, c'est ça, parce que même s'il n'y a pas de spectacle en salle, vous avez quand même le droit de vous réunir pour préparer, faire des ateliers, des pratiques, tout ça. Là. Oui, c'est ce qu'on peut faire présentement, c'est répéter ou faire ce qu'on appelle des résidences de création, des laboratoires. Donc, surtout pour des textes qui sont en écriture, qui bénéficient vraiment d'avoir plusieurs étapes de création, de faire des lectures, de retoucher le texte et tout ça. Bien, ça, c'est pratique parce qu'on peut prendre le temps vraiment de soulever toutes les pierres, de soulever toutes les questions autour du texte. Mais bon, c'est sûr que tout le reste, à part en région jusqu'à l'automne dernier, là, où on se permettait encore de faire des tournées dans les endroits qui n'étaient pas en zone rouge, mais le reste, on s'est un peu fait pas mal couper l'herbe sous le pied depuis un an. Fait que si c'est beaucoup donc en mode création que vous êtes, l'après-COVID, ça va exploser. Pour regarder tout ça. Mais pour vrai, je pense pas que c'est les spectateurs qui vont être le problème. Je pense que c'est les espaces de diffusion parce que effectivement, les producteurs, les compagnies sont très, très créatives. Ils sont en train de préparer plein de bons shows. Mais à quel point il va y avoir des espaces de diffusion? Il va sûrement y avoir un engorgement, mais j'espère qu'on va être créatif aussi pour trouver le moyen de déborder des espaces de diffusion qu'on connaît déjà. Là. Ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, c'est ça, le confinement nous a fait faire des spectacles dans des parcs puis des trucs comme ça. C'est quand même intéressant. C'est quelque chose que vous avez essayé aussi? Je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ont fait ça. Là. Je sais pas, en théâtre. Quoique le théâtre de rue était déjà quand même développé. Là, j'imagine que... Nous, on ne l'a pas fait. Je ne sais pas, toi, Gabrielle, si tu as eu l'occasion de le faire dans les parcs. Non, la seule autre forme un peu alternative, j'ai une compagnie de théâtre, moi aussi, qui est venue cet automne. Ouais. À Amos. La seule autre forme alternative à date qu'on a pu tester, c'est de déplacer le théâtre dans les salles de classe, où il y a déjà une bulle avec une version distanciée d'une pièce. Mais dehors, on n'a pas sorti. Il y a des compagnies qui c'est déjà leur mandat du théâtre extérieur, du théâtre... comment qu'on appelle ça, donc? In situ? Ouais. OK. Merci Marc-André. Je sors mon latin. T'es vraiment bon. T'es vraiment bon. Il fait son école classique. Mais ouais, dans les écoles, ça devait être cool, ça. Les enfants qui n'ont pas vu beaucoup de spectacles, justement, ça devait être un bel accueil quand même. Oui, c'est un bel accueil, c'est sûr. Par contre, c'est sûr qu'on perd le côté, tu sais, un des grands plaisirs. La dernière pièce que ma compagnie a eu le temps tout juste de finir de diffuser avant que ça ferme, une semaine avant qu'on tombe en pandémie. C'était pour adolescents. Puis c'est sûr qu'il y a une belle liberté qu'on trouve dans la scénographie pour plus jeune public ou adolescent, tu sais, dans les couleurs, la proximité. Ils aiment ça aussi, être assis ensemble dans le noir, dans une salle, loin. Tu sais, oui, le professeur est là, puis leur fait chut, ils parlent ensemble, tout ça, mais il y a quand même une expérience différente de se déplacer. Il y a quelque chose de plus sacré que d'être dans la salle de classe. Fait que moi, j'ai vraiment vu une différence. Je suis vraiment une fille de théâtre. Puis là, dans la salle, j'ai apprécié qu'on puisse au moins... diffuser la parole, avoir une discussion super intéressante avec les jeunes, puis tout ça après, sauf que il manque quand même le côté... Le show, c'est pas juste le texte puis les comédiens. Ouais. Il y a toutes les portions de conception, justement, de décors, de costumes. Les éclairages viennent rajouter beaucoup. Fait que c'est sûr que si tu en vas dans une classe éclairée au néon, ben c'est une portion du show qui est pas là. Tellement pas la même chose. Comme Marc-André il souligne très justement, tu sais, le théâtre, ce qui fait que c'est irremplaçable par du numérique, même si ça peut faire l'affaire en attendant, c'est que c'est vraiment 360 degrés. Tu sais. Une équipe de création, c'est de la lumière choisie au quart de tour, des costumes choisis au quart de tour, une scénographie, la musique, c'est vraiment enveloppant. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a ça, il y a pas ça. Le musicien peut vous suivre, là, mais il y a l'éclairagiste dans une salle de classe, ça marche moins. Il flash les lumières, il est tamise. Puis même la musique, c'est pas le même système de son. C'est vraiment, je parle vraiment quelque chose d'englobant, là. Puis l'expérience d'être assis tous ensemble, pas de téléphone, tu peux pas être vu aussi, c'est très intime l'expérience théâtrale, même si t'es avec les autres, parce qu'il fait noir. Fait que si tu pleures ou tu ris ou t'es mal à l'aise, il y a comme quelque chose d'excitant, tu sais, puis partager en même temps, fait que
C'est dur. Moi, j'étais un peu... J'ai lu dans... Je l'ai mangé en pleine gueule. J'essaie de pas être vulgaire en ondes. Mais On va dire le mot pénis plein de fois ce soir. Fait que, Ouais, c'est ça pas va. trop grave. Mais quand j'arrête ou je bégaye, c'est parce que je me censure. OK? Ok, c'est bon. Ouais, mais il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de censure. Ok. On C'est s'en bon. calisse pas mal, je te dis. OK, c'est bon. Mais moi, je l'ai vraiment mangé d'en face. Fait qu'au début, j'ai vraiment pas eu, quand il y a eu la grosse vague de réinventez-vous, faites du numérique. J'étais un peu comme la biche sur l'autoroute. J'étais, puis je regardais ça aller. Puis voiture, aujourd'hui, je regrette pas tant parce que j'ai juste pris plus de temps pour développer des futurs projets ou plonger dans de la lecture, tu sais, nourrir l'artiste. Là. Ouais, c'est pas la même chose. Mais pas pour moi. Et là, ce soir, tu serais passé à ça, de mettre ton costume de pénis pour la pièce Conversation avec mon pénis avec Marc-André. Comment c'est de porter cette espèce de costume incroyable, très, comment dire, représentatif, très limite réaliste. Même si il est quand même il est vraiment Il est bien fait. vraiment J'ai vu les photos, là. Peut-être la grosseur, mais en même temps, Marc-André pourra nous en parler plus tard. Mais, Je pense que la conceptrice, elle avait quand même un bon modèle là, pour être aussi réaliste. J'avoue, hein? Il y a ça. Mais ouais, ça doit, comment ça se passe quand tu mets ce costume-là? Comment tu rentres dans le personnage d'un pénis? Ouais, c'est ça. C'était quoi ta préparation de personnage? Parce que faut dire que le Juste pénis famille. a une petite Excusez, fille. c'est donc. parce que, ouais, puis la balayeuse, puis mon Dieu, c'était le bon moment de passer à la balayeuse. Mais, ben, la première fois que je l'ai vue, je l'ai trouvé dégueulasse de proche. Ouais, j'avoue, hein, ça doit être frappant. Ouais, mais puis quand je l'ai enfilé la première fois, j'ai paniqué. Il fallait qu'il me l'enlève à Marc-André. Ah oui? Ben, j'ai paniqué parce qu'il est raide, il est rigide. Il y a comme quelque chose qui le tient, puis Ok. il y a juste la tête qui sort, puis les bras, tu sais, ils sont pas sur ton corps. C'est comme si mes bras, fait que là, j'ai comme un peu paniqué. C'est un peu étouffant, en fait. Là. Ouais. Tu rentres dans cette affaire-là. Je l'ai essayé, mais malheureusement, je me suis pas rendu jusqu'au bout. Mais c'est étouffant quand même, ce costume-là. Mais pas longtemps. C'est ça la C'est magie du costume, c'est que tu paniques au début parce que tu peux pas bouger puis t'es pas habitué, puis on l'avait répété avant, puis je suis quelqu'un d'expressif, je bouge beaucoup, puis blablabla. Fait que tu sais, c'est surtout le sentiment de pas d'être contrainte, mais la magie de ce costume-là, c'est que ça dure vraiment pas longtemps, puis le texte aussi est tellement bien fait que tu oublies que tu joues un pénis. C'est assez fascinant. Pour vrai, j'étais extrêmement surprise, c'est vraiment bien fait. Fait que moi, je pars juste avec mon chum de gars, là. Puis le costume, je m'en rappelle plus. Sauf que moi, je l'ai pas joué tant de fois que ça, puis chaque fois était espacée, fait que j'ai pas eu le temps de bien apprendre de mes erreurs. Fait qu'à chaque fois, j'avais des problèmes de cheveux. Je pense que j'ai fait un costume, un problème de costume à Marc-André à chaque fois que j'ai joué, je me sens très mal. Puis je m'étais dit, là, en Abitibi, c'est la fois où je mets bien mon casque, puis que le costume est correct. Mais là, j'aurais pas la chance d'y prouver que j'étais déterminée. J'étais vraiment déterminée, ouais. Fait que, il est vraiment fascinant parce qu'il tu l'oublies, la fille, elle a vraiment bien fait sa job. Ben, puis c'est ça que tu l'as souligné aussi sur le texte, c'est la beauté de ce texte-là, c'est que oui, la comédienne finit, puis nous autres, on oublie qu'il y a un gros costume de pénis sur scène parce que les enjeux entre les personnages sont réels, puis on les suit vraiment dans cette évolution-là. Mais ce qu'on s'est fait beaucoup dire aussi, c'est que le public l'oublie, qu'il y a un gros pénis sur scène aussi. Puis ça, moi, ça me fascine toujours d'entendre ça. Les gens le voient, ne voient que ça au début, mais eux autres aussi se laissent aller à l'histoire qu'on raconte, ils se laissent aller à la relation qui se développe, aux chicanes, aux moments heureux entre les deux personnages. Ben déjà, je vais brièvement expliquer, là, on suit l'histoire de Tom et de son pénis de l'âge de 15 ans jusqu'à 55 ans. Donc, à 5 étapes de la vie de Tom, on le suit avoir des discussions avec son pénis. Et évidemment, les thématiques sont très, très différentes quand il y a 15 ans puis quand il y a 45 ans, parce qu'il vit des affaires différentes. Et donc, c'est ça, Dean Ewison qui a écrit la pièce, c'est un Néo-Zélandais, il a réussi vraiment à s'attarder là-dessus, puis oui, c'est un show qui est super drôle, qui est punché, mais qui n'est pas juste ça. On réussit à rentrer un petit peu dans la tête de l'homme, puis de voir comment cet organe-là, la sexualité de l'homme transparaît aux différentes étapes de sa vie, puis
comment notre pénis peut nous faire des drôles de décisions des fois, puis comment il peut être notre meilleur ami aussi à d'autres moments, là. Puis, toi, tu as découvert ce texte-là en Nouvelle-Zélande, d'ailleurs, je crois. C'est pendant un voyage là-bas que tu as vu la pièce et que tu as dit faut importer ça au Québec. Exact, ouais, je suis un peu fêlé moi-même en voyage puis en vacances, je vais voir du théâtre puis j'aime découvrir ce qui se fait ailleurs. Donc j'étais en voyage en Nouvelle-Zélande puis j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit ah, je pense que c'est le genre de show qui pourrait t'intéresser. Puis c'est quasiment vexant là, de se faire dire ça, hein, Conversations with my penis, ça va être bon pour toi, tu sais. Au premier degré, ouais, c'est ça. On est allé voir ça, c'était dans un petit théâtre sombre. Il y avait peut-être 40 personnes qui rentraient dans cette salle-là. Mais c'est ça, la beauté du texte, le jeu des comédiens m'ont vraiment charmé. Puis j'avais envie justement de m'attaquer à un texte. Ça faisait déjà quelques productions que je faisais avec le Théâtre Bistouri. Puis là, j'avais envie de m'attaquer à un texte qui était peut-être un petit peu, en fait, une production un peu plus simple. On voit que la conception est très, très simple. On est vraiment concentré sur les deux comédiens, le texte, puis l'ambiance qui en ressort. Fait que je suis revenu au Québec, puis j'ai fait OK, je vais la traduire, cette pièce-là, puis je l'ai déposée pour le festival ZooFest. Ouais. Et ça a été une surprise parce que en fait, on était censé faire seulement 4 représentations au ZooFest entre amis, puis OK, on se fait un show, on se paye un temps, là, puis on va avoir du fun. Et finalement, ce show-là a bien pogné. Il a été reprogrammé ensuite dans un théâtre à Québec, à Premier Acte. On est revenu dans un théâtre à Montréal, à la Licorne, et là, on s'est mis à le tourner beaucoup. Donc là, on est rendu à plus de 60 shows, là, juste avec ce show-là on aurait dû faire normalement 4 fois au départ. Puis y a-tu des défis pour la planification, la mise en scène, puis l'adaptation de la pièce? Y a-tu des défis importants pour ça? Ou tu disais que c'est une pièce qui était simple, mais je sais pas, est-ce que dans la préparation peut-être? Non, ça s'est fait assez bien. Il y a des situations, des productions comme ça que tout s'emboîte bien par magie. C'était la première fois aussi que je travaillais uniquement avec des amis. J'avais demandé à un ami de faire la mise en scène. J'avais une amie qui jouait le pénis, la première version du pénis. Puis on se payait vraiment un time. Fait qu'on a comme... tout s'est fait dans la joie, on ne se mettait pas trop de pression non plus. On n'avait pas fait de grosses démarches de subvention ou de financement qui en finit plus, que sur des plus grosses productions, on n'a pas le choix de passer par là. Fait qu'on dirait que tout s'est fait simplement, puis c'est peut-être ça aussi qui nous a donné tout le plaisir de le jouer puis de pousser ce show-là. La simplicité de ce show-là, de l'enveloppe de ce show-là, nous a permis de le pousser assez loin quand même. Au niveau du texte, bon, ça vient de la Nouvelle-Zélande, donc y avait-tu des gros référents anglais, des trucs comme ça, ou c'était... Quelques-uns, là, quelques référents locaux qu'on a transposés ici. On fait une petite Jean Charest, blague de la CAQ au lieu de parler d'un parti politique de là-bas. Mais tu sais, c'est vraiment minime, là, ça change vraiment pas l'essence du texte. Non, parce que j'avoue que dans le fond, la sexualité, c'est universel. T'en as partout, Puis tu sais, sensiblement, les thèmes vont toujours se ressembler, peu importe dans quelle langue tu vas leur parler. Là. C'est probablement ça qui fait le succès de la pièce, j'imagine aussi. Oui. Puis plusieurs spectateurs aussi nous ont mentionné avoir eu des moments préférés qui sont différents pour tout le monde selon la tranche d'âge à laquelle tu es rendu. Quelqu'un de 35 ans qui arrive justement dans cette scène-là de 35 ans, qui vit un peu ça, va peut-être être plus touché par cette réalité-là. Donc, on a eu beaucoup d'hommes qui se sont confiés, même qui nous ont fait des confidences sur des choses qui se sont passées dans leur vie avec leur pénis. J'ai reçu des beaux messages Facebook à ce sujet-là. Wow! Ça compte à la télévision? Faudrait que je les retrouve. Mais aussi, ce qui est assez fascinant, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages de femmes qui disent que ce show-là leur a permis aussi de rentrer un peu, d'avoir une incursion dans la tête de leur chum ou de leur enfant qui est à l'adolescence. C'est quoi la pression qu'on peut vivre comme petit gars à l'adolescence sur la grosseur de notre pénis ou sur la première relation sexuelle qui s'en vient peut-être. Donc, il y a beaucoup de femmes qui se sont confiées comme quoi ça leur permettait de comprendre un petit peu mieux la jante masculine aussi. D'ailleurs aussi, dans la pièce, dans ta version, c'est une femme qui joue le pénis. Ça a toujours été ça depuis le début. La version que tu avais vue, c'était un homme.
C'est quoi la différence? Non, Celle que j'avais vue, c'était aussi une femme, Ok. mais en discutant avec les artistes de la pièce originale, ils m'ont dit qu'ils avaient fait une première version avec un homme dans le costume de pénis. Et c'est eux autres mêmes aussi qui m'ont dit, tu en fais ce que tu veux pour le casting, mais si ça te tente, on te suggère en fait d'y aller avec une femme parce que ça rajoute de la profondeur au personnage. On sort du show de graines où entre gars on fait des blagues de pénis. On rentre dans une relation, comme je le disais, puis des fois, on a l'impression que Tom et son pénis sont dans une relation quasiment amoureuse. Des fois, c'est des meilleurs amis. Des fois, ils sont quasiment père-fille et vice-versa. Donc, on a beaucoup plus de jeux pour jouer sur les relations, justement, avec une fille dans le costume de pénis. C'est cool, ça, quand même, parce que ça brise les tabous, parce qu'il y a une série aussi sur Netflix qui s'appelle Big Mouth. Ouais. Il y a les Hormone Monsters, c'est pas les pénis, mais j'ai vu comme un lien. Ben, évidemment, j'ai pas vu la pièce, je peux pas le dire vraiment, mais j'ai vu comme un lien entre les Hormone Monsters puis le fait que tu parles avec ton pénis. C'est un peu le. C'est peut-être pas aussi deep, là, mais c'est peut-être pas le même angle, là, évidemment. Je connais pas tout à fait Big Mouth, Ouais. fait que je peux pas non plus me prononcer à l'inverse. Mais oui, il y a comme d'après ce que j'en comprends, il y a une espèce de. C'est comme un petit ange qui peut être un petit démon, là. C'est vraiment un monologue intérieur. D'ailleurs, on s'est souvent fait la réflexion que ce show-là, on pourrait le faire à un comédien qui joue juste Tom, puis qu'on n'entend pas les répliques de pénis, mais là, ça deviendrait quelque chose de beaucoup plus deep, plus drôle. Probablement une psychose ou quelque chose comme ça. Puis est-ce que ce show-là peut ou a été présenté avec des publics adolescents? Jamais ciblé, mais il y a des adolescents. Nous on mentionne que 14 ans et plus à peu près, pas parce que c'est énormément vulgaire, mais juste parce que pour que les jeunes comprennent un petit peu ce qui se passe puis qu'ils s'y attachent. Mais on n'a jamais ciblé vraiment les adolescents. C'est quelque chose qu'on a pensé, mais qu'on n'a jamais mis les énergies encore pour le faire. Parce que dans les écoles, c'est souvent ça. On se questionne, est-ce que les cours de la sexualité sont assez présents, sont assez exhaustifs, mais des pièces comme ceux-là, ça permettrait peut-être de rentrer dans le vif du sujet et de manière ludique aussi, là, sans que ça soit nécessairement... Oui, c'est le chemin aussi qu'on fait dans notre réflexion, comme quoi de passer par le théâtre pour passer ces sujets-là. Ça peut être une belle façon plutôt que d'avoir un intervenant ou un professeur qui parle de ces sujets-là de façon un peu plus théorique. Là. Théorique, que t'es pas trop à l'aise du sujet. C'est ça. Tu sais pas sur quel pied danser, mais là, tu sais, dans un but de dramaturge, là, dans le fond, dans le but de comédien, tu peux mettre les émotions que tu veux. Là. Si je peux me permettre, le dernier spectacle que ma compagnie a produit s'appelait Guide d'éducation sexuelle pour le nouveau millénaire. Il parlait justement aux adolescents de sexualité. Puis, on a fait beaucoup de recherches autour de ça, justement, du manque. C'est pas moi qui ai écrit le texte, c'est Olivier Sylvestre. Et puis, il a fait beaucoup de recherches, énormément sur, justement, la représentativité sexuelle à l'école, la façon que c'était abordé. Puis, on était super motivés de présenter ça. On était certains qu'on avait... en fait, on avait une pertinence, ça a été super facile à programmer, ça a été facile à avoir son financement. Tout le monde était comme oui, il faut. C'était vraiment bien abordé avec sensibilité, avec nuance. C'était pas vulgaire pour deux scènes, même si c'était vrai et pas comme, Et puis, ça a été vraiment difficile à amener du public. On a été un peu tristement surpris, justement parce que c'est tellement tabou dans les écoles que les professeurs n'osaient pas parce qu'ils voulaient pas gérer les plaintes de parents après ou ils voulaient pas gérer les plainte de direction. Fait qu'on a eu vraiment de la misère à remplir au point où on a transformé, ça a été un très gros succès grand public. Fait qu'on a transformé nos scolaires en soirée. Mais ça, c'est fou parce que, tu sais, justement, de ce temps-là, on parle beaucoup d'inconduite sexuelle, puis tout ça. Puis si ça arrive, c'est parce que, veut pas, on a peur de parler de tabou à un moment donné, puis que ça éclate au grand jour à un moment donné parce que... Je ne veux pas rentrer là-dedans. Les pulsions qui sont écrasées. Là. Ouais, c'est ça, c'est un plancher. Vraiment. Mais là, on l'a vraiment vu. Ça nous a un peu attristés. Tu sais, on arrivait là avec une grande mission, là, puis un grand sentiment de pertinence. Puis, non. Mais on dirait que ça m'étonne que ce soit les professeurs qui se soient dressés pour ça. Moi, je pense que les enseignants étaient hyper motivés, mais c'est justement parce qu'ils savent qu'à la minute qu'ils font quelque chose qui sort un petit peu, ils sont envahis de plaintes des parents. Tu sais, des parents dans des écoles, c'est la pire chose. Rendu là, c'est la job de ton directeur de défendre ta job. Ouais, c'est ça. Mais je me dis, ça veut dire qu'il n'y a personne qui te back ou tu n'as pas de colonne. Non, mais je pense surtout que ça montre à quel point les parents, il y en a qui sont tellement mal à l'aise avec ça, puis quand même, ils n'ont pas
comment la contre-attaque va être. Là, c'est un sujet peut-être plus délicat, mais tu sais aussi, à Montréal, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de diversité au niveau des communautés religieuses et des croyances. Fait que là, ils ont des classes multiculturelles. Fait que Ça peut être touché, parce que c'est pas tout le monde qui est à la même place. Ouais. Puis en même temps aussi, les professeurs travaillent 60 heures semaine pour juste leur cours. Fait que s'ils peuvent s'éviter des problèmes, ben, ils vont le faire, je pense. Là. Moi, ce que ça serait dans mon cas, là, je suis pas représentatif des professeurs, là, mais je suis convaincu que c'est ça. Visiter les écoles alternatives, ça fait un plus d'ouverture. Mais le problème, c'est que c'est ces écoles-là qui sont venues, mais ces écoles-là, c'est déjà du monde super à l'aise et puis décomplexé. Fait qu'il y avait juste du plaisir, tu sais. Fait que, ouais. On a juste à donner la job de l'éducation sexuelle aux infirmières. Hein? Ils ont le temps de faire ça. Là, c'est sûr. Il manque de vaccins, justement, fait qu'ils vont avoir du temps. Là. Ils n'ont pas le temps de vacciner. Non, mais ça pourrait être intéressant d'avoir certains cours à l'école où c'est des pièces de théâtre montées d'une manière pédagogique, où tu suis, mettons, dans ton année scolaire, tu vois quelques pièces pour briser ces tabous-là. Ça peut être la drogue, ça peut être... Peu importe le sujet, là, tu sais. Il y a des compagnies vraiment qui se spécialisent là-dessus, qui vont faire du théâtre jeunesse ou du théâtre pour ados. Puis il y a aussi des diffuseurs, des salles de spectacle qui vont se concentrer un petit peu plus pour ça. Et je sais que dans le programme scolaire, les élèves sont censés aller voir un certain nombre de spectacles. Mais je pense que c'est ça. Il y en a qui sont peut-être plus à vocation d'apprentissage, puis il y en a d'autres aussi que c'est pour ouvrir au théâtre. Donc, on ne va pas nécessairement enfoncer dans la gorge de l'enfant l'éducation sexuelle ou on veut l'ouvrir à l'univers du théâtre tout simplement. Là. Parce que je me souviens d'avoir vu, moi, c'était des pièces sur le VIH et le tabagisme. Le tabagisme. Moi, j'avais vu un show, c'était genre un show de théâtre. Théâtre rock, et musique. Opéra, puis je me souviens pas du titre du show, mais c'était super catchy, puis c'était super musical, il faisait participer les jeunes. C'était vraiment cool parce qu'après, j'étais allé m'acheter un paquet de top, vraiment aimé ça. il mettait de la boucane sur la scène, puis c'était comme la chimiothérapie. C'était vraiment dark. C'était cool, puis c'est le fun, c'est ça, c'est du théâtre sociétal. Là, c'est que ça fera beaucoup plus qu'un prof de 60 ans qui s'en fout un peu. Ouais, à l'inverse, j'avais eu une conférence une année de la lieutenant-gouverneure du Québec, Mme Lise Thibault. Hey, on l'a eu, nous autres en bourse aussi. C'est vrai? Ouais. Taxe au garde. Ouais. De quoi elle parlait, donc? Je vais t'avouer, je sais pas, j'étais juste bien... j'avais juste peur parce qu'elle avait une chaise pas pareille comme les autres. J'étais jeune, hein, j'avais pas vu beaucoup... Une chaise pas pareille comme les autres, pas sa chaise roulante. Elle était fauteuil roulant. Mais puis il y avait son monsieur garde du corps en arrière, un peu gris, qui a surveillé de partout. Fait que là, faut pas que je l'approche. Il va vouloir me tuer. Mais ouais, je sais pas. C'était quand même. En même temps, je réalisais pas, je pense, que c'était qui, tu sais, une lieutenant-gouverneur. Québec, déjà, on réalise pas trop l'utilité de ce rôle-là. Encore aujourd'hui, C'était sûrement ça. Le but de sa rencontre, c'est de rester le plus dans l'ombre possible. On n'en parle pas. Il n'arrivera rien de mal. Tu sais, le scandale avec Lise Thibault a éclaté comme, je pense, 6 mois après qu'elle soit passée dans notre école. Je fais comme, oh fuck, ok. C'est un peu. C'est ta faute, ça. T'as mené à ça, man. Puis là, il y a un autre scandale avec la gouverneure générale. Tu sais, toutes les gouverneurs. Je me suis posé la question. Là. Je pense que tous les gouverneurs, il y a tout le temps eu quelque chose. Annick Jean, c'était pas correct? Michael Jean, ouais. Non, c'était pas correct. Je pense que non? Qu'est-ce qui s'était passé? Ça dépend des gens. Il y en a qui l'ont trouvé trop émotive et subjective. Et vraiment être là pour décorer. Là. C'est pas censé avoir une fonction très symbolique. Fait qu'elle, elle était très impliquée. Et, Infoman l'avait niaisé beaucoup, entre autres, là, dans un souper devant des dignitaires. Elle avait fait un genre de petit roast, puis ça n'avait pas passé. Fait de moi. Là, il avait mis ça à temps plein dans son émission, puis elle n'avait pas aimé ça. Moi, je rêve du jour où la gouverneure générale du Canada va faire quelque chose pour briser quelque chose du gouvernement. Moi, je rêve du jour où il n'y aura plus le gouverneur général. Non, mais un jour, il n'y en aura pas. Mais je veux dire, ça serait vraiment intéressant de juste voir ça. De dire, moi, je suis pas d'accord avec ce projet de loi, je l'annule. Ouais. Techniquement, elle pourrait le faire. Ça pourrait être drôle. Fou quand même. Moi, j'aimerais ça voir ça. Elle ramène les pouvoirs du Canada à Londres. Ben là, je pense que ce serait dans ce temps-là qu'on perdrait le gouverneur général. Je pense que ça serait passé. C'est déjà arrivé, je pense, quand Stephen Harper a voulu abroger le gouvernement, qui était très antidémocratique. Il a voulu fermer le gouvernement à un moment donné parce que quelque chose ne faisait pas son affaire pendant qu'il était minoritaire. Puis la gouverneure générale l'a empêché. Je pense que c'est arrivé. À vérifier. Mais je pense que c'est arrivé une fois.
Elle a dit non, 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 ça, non. le gouvernement faisait vraiment pas l'unanimité, disons. Là, puis, Fait qu'il voulait juste elle le avait réussi, suspendre, il voulait le fermer. Après Comment? ça, la personne a été stressée pendant une semaine, puis elle a dormi pendant 24 heures. Faites quelque chose! Mais tu sais, tout ça, puis là, c'est ça le débat en ce moment, c'est tout cet argent, puis la pension à vie, c'est des centaines de milliers de dollars, de millions même, que des artistes comme vous autres pourraient profiter, pourraient faire des projets, créer sans... Ah, mais on n'en a pas besoin. Ils n'ont plus besoin. Ah, Quel con! Quel con! C'est vraiment un con! Hein? elle devrait faire un don, Madame Payette, au Théâtre Bistouri, je pense. Pourriez-vous faire un spectacle hommage en son nom? Ah, ça Commandité serait pas par pire. Julie Payette pour faire son image. Ben, OK, je m'engage. Si Mme Payette fait un don d'1 million au Théâtre Bistouri, je vais faire un show sur Mme Payette. Ça a été dit à Appropriation culturelle, le podcast, mesdames et messieurs. Ça va s'appeler le bras canadien. Ça va être merveilleux. Elle a le bras long. De la lune au cabinet, quelque chose de même. Ah, ben sinon, Théâtre Bistouri, on n'en a pas beaucoup parlé. Quelle est la mission de ce théâtre-là? C'est quoi, dans quelle optique vous produisez vos shows, vos spectacles? Oui, ben, on arrive à la 10e année de la compagnie. Puis depuis le début, nous, on s'intéresse vraiment à des textes qui utilisent l'humour pour parler de sujets plus délicats. Donc, on utilise l'humour de différentes façons, des shows qui sont un peu plus absurdes, comme Conversation avec mon pénis dans la forme, mais on s'est attardé aussi sur des textes irlandais très, très durs de comédie noire qui nous ont fait triper aussi. Et on a aussi monté de la création québécoise. On est en train de développer 2 nouvelles créations d'ailleurs. Depuis 2 ans aussi, on est en charge du concept des 5 à 7 à la licorne. Ça, c'est des courtes pièces d'1 heure. Les gens payent 20$, ils ont une bière, une collation, puis un spectacle d'1 heure. Une collation, j'ai lu que c'était un pogo quand même. Oui, quand on a- Intéressant à souligner, c'est pas n'importe quelle collation. Non, mais ça, c'était quand on a fait Conversation avec mon pénis, on a Ouais. décidé de faire des pogos. Saucisse. Donc, on y va vraiment avec les thématiques du show. On a monté un show qui s'appelait Être norvégien. On servait des boulettes scandinaves. Du Ikea? ou? Du Ikea, on a eu une commandite du Ikea. Fait que, tu sais, c'est des petites bouchées, mais c'est juste pour dire qu'on est dans une atmosphère un peu plus festive. Le show est à 5h30, donc on n'est pas en ambiance de soirée. Tu sais, les gens viennent de finir de travailler, ils viennent prendre un verre, ils voient un show plus court que d'habitude aussi. Donc, le but, c'est vraiment d'accessibiliser le théâtre, d'amener du nouveau monde dans nos salles. Puis ça fonctionne bien. Là, jusqu'à maintenant, toutes les productions qu'on a fait là-bas, on a ouvert plein de supplémentaires. C'était tout le temps à guichet fermé. Et là, il y a même ce concept-là qui va s'exporter. Là, on va commencer à amener ces shows-là ailleurs au Québec. Donc, on est dans une grosse expansion. Bistouri, on avait commencé, on faisait un show par année. Puis là, ces années-ci, bon, évidemment, là, on a été bloqué un peu, mais ces années-ci, on est plus dans Un une show moyenne par de année, 4 ou c'est un 5 luxe, productions ça, par c'est année. ça. Donc, on est... Pardon? Un show par année de ce temps-ci, c'est un luxe là, de faire au moins Oui, un c'est show. ça. Mais On a est-ce hâte de que, faire un show au moins, ouais. Ouais, c'est ça. est-ce que Conversation avec mon pénis, c'était le premier spectacle que vous ameniez en tournée? Est-ce que c'était le premier qui sortait du Bistouri? Quel est ce premier? C'est la première grosse tournée qu'on a fait. On avait fait avant un show qui s'appelle L'Ouest solitaire, un des shows irlandais dont je parlais, qu'on avait fait une petite tournée, mais sur l'île de Montréal, dans les maisons de la culture. Sinon, on avait des shows qui avaient eu des reprises aussi, mais tout le temps en salle pour plusieurs semaines de diffusion. Conversation avec mon pénis, ça a été vraiment la première occasion où on a fait le tour du Québec. Le fait qu'on a un décor qui est très, très léger à tourner nous permet d'aller partout, d'être accessible. Puis ça nous a donné le goût à la tournée. Fait que là, on y pense davantage quand on produit des spectacles, quand on monte nos conceptions, on se dit, OK, comment on peut penser notre show pour qu'il parte en tournée ensuite? Parce que c'est trippant de voir notre Québec, c'est trippant de voir notre public, les différents publics. Donc, oui, moi, je mange beaucoup de tournées. En tout cas, j'ai bien hâte qu'on vienne vous présenter Conversation avec mon pénis ou autre chose à Amos. Là. Ben, ça va sûrement être possible. Vous allez sûrement pouvoir revenir, même si ça n'a pas été possible ce soir. J'imagine qu'il y aura je une pense autre que ça- occasion. Mathieu Larochelle, on te met là-dessus. Ben, c'est ça, ça vaut la peine de mettre de la pression. Là. Faites une manifestation ou quelque chose. Mais gardez votre pénis dans vos pantalons, c'est pas une bonne manière de manifester par contre. En tout cas,
Mais c'est drôle parce que tu parlais de l'Ouest solitaire. C'est drôle parce que j'ai fait un extrait de l'Ouest solitaire pour une audition de théâtre dans laquelle j'étais la réplique. Ben, dans le fond, je faisais l'entrevue conjointement avec Michael Bédard, un ami. Mais grâce à ce texte-là, j'ai été accepté à l'UQAM. Yeah! J'ai pas fait l'école, j'ai choqué, parce que moi, j'étais comme réplique dans le fond, là, mais on a été accepté grâce au texte de Martin McDonough. Et anecdote, au Conservatoire de théâtre, les profs nous demandent de présenter les textes et les auteurs pour lesquels on va faire l'extrait. Et j'ai dit, on fait l'Ouest solitaire de le Ryan McDonough, qui est un joueur du Canadien à l'époque. Et là, j'avais dit, tu sais, je niaisais avant la pièce, avant qu'on fasse notre extrait. Je disais, hey, imagine-tu, je dis Ryan McDonough devant les profs. Puis là, c'est arrivé. Et ça nous a cassé. C'était mauvais. Mais on s'est bien repris après à l'UQAM. Mais c'était un excellent texte. J'ai pas encore vu la pièce au complet, mais l'extrait qu'on avait fait, c'était très intense. Une grosse relation. C'est punché, c'est dur, c'est noir, mais c'est tellement drôle. C'est une relation conflictuelle entre deux frères qui viennent de perdre leur père. D'ailleurs, c'est un des deux frères qui a tué le père. Puis on assiste à ce chamaillage-là entre les deux personnages qui sont assez colorés. C'est vraiment une bonne pièce. Nous, on a trippé à faire ce show-là. Puis c'est pas mal le show qui a donné l'essence aussi, puis qui a donné la poussée au Théâtre Bistouri sur OK, dans quelle direction on va officiellement. Là. Tu jouais Coleman ou Valine? Je jouais Valine. OK, ouais, moi aussi. J'ai fait Valine, moi aussi. Hey, on est pareil. On est pareil, c'est fou. Tous les deux, on parle dans notre pénis. C'est une autre histoire. Mais ouais, on parlait un peu d'accès à la culture puis de jeunesse dans les salles. Est-ce que vous voyez qu'il y a une tournure? Parce que c'est beaucoup des personnes plus vieilles, là, 40 ans et plus, qui sont souvent dans les salles, mais sentez-vous qu'il y a un virage ou qu'il y a une volonté de rajeunir les publics de théâtre? Moi, j'en vois un. Je pense que certains théâtres font vraiment bien la job de rajeunir leur public. Il y a différentes actions qui sont posées là, justement pour attirer les jeunes. Les salles, malgré la croyance populaire, les gens assistent de plus en plus au théâtre. C'est pas quelque chose qui... sauf dans la dernière année, évidemment. Ouais, c'est ça. Faut juste oublier 2020. Mais c'est pas quelque chose qui diminue. Nos salles sont de plus en plus pleines, mais il faut être créatif pour amener les jeunes. Puis je pense à des actions comme du CEP qui ont fait un truc l'an passé, ils ont lancé le programme Ton âge, ton prix. Fait qu'en bas de 35 ans, tu payes ton âge pour aller voir un show. Mais tu sais, des shows chez Duceppe, normalement, ça peut facilement coûter 50 $. Mais quand tu as 30 ans, tu l'as peut-être pas nécessairement cet argent-là pour aller voir un show, mais à 30$, c'est un peu plus accessible. Pour éloigner les vieux, il aurait dû faire le même principe, mais inverse. Oui, c'est ça. J'ai 100$, ça me coûtait 100$. J'ai 100$, ça me coûtait 100$. Mais c'est un peu dans cette logique-là quand même de dire... OK, les gens qui vont au théâtre actuellement, justement, qui sont peut-être un peu plus âgés, je généralise évidemment, mais ont généralement aussi plus d'argent. Ils ont un pouvoir d'achat qui est plus grand, donc eux autres peuvent payer plein prix. Mais si ce qu'on veut, c'est attirer les plus jeunes, leur donner une fibre artistique ou leur donner le feu théâtral, ben, il faut qu'ils viennent voir du théâtre, il faut qu'ils soient touchés par les pièces. Fait que ça, de l'accessibilité, les 5 à 7 à la licorne aussi, je trouve que c'est un super moyen de dire, ben, ça me coûte 20$ là, pour aller voir un show. T'sais, même si c'est pas bon, j'ai un pogo puis une bière. Fait que, tu sais. T'as pas tout perdu. Fait que oui, je pense que ces différentes actions-là nous permettent d'aller rejoindre les jeunes. Et évidemment, tous les théâtres et les professeurs qui mettent de l'avant, qui amènent leurs élèves dans les salles de spectacle, mais ça, pour nous, c'est les spectateurs de demain. C'est super précieux. Ça, d'ailleurs, il y avait un projet... il y avait quelques partis politiques aux dernières élections provinciales qui avaient ça dans leur plateforme culturelle, c'est de donner une espèce de ticket. Chaque étudiant aurait comme, à chaque session, début de session, aurait 20$ pour investir dans un produit, dans un spectacle, un produit culturel québécois. C'est pas encore concrétisé. Je sais que ça avance, je pense, dans les méandres des ministères. Là. Je suis pas dans le secret des dieux. Là. Mais ça serait magique, ça, de donner ce pouvoir-là aux jeunes. Tu fais ce que tu veux avec. T'sais.
Ouais, Presque. ça leur permettrait de s'intéresser, tu sais, de peut-être faire des recherches, de voir, OK, comment, c'est où que je le dépense, ce billet de spectacle, ce billet de théâtre-là. Aussi, on ne se le cachera pas, il y a des professeurs qui ne connaissent, puis c'est bien correct, mais ne connaissent pas du tout le théâtre, fait qu'ils vont y aller avec des valeurs sûres, des pièces dont on connaît le nom, mais qui ne sont pas nécessairement des pièces qui sont adaptées pour le public étudiant. Brou, Euh, mettons. Le malade imaginaire. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, justement, le malade imaginaire, les grands classiques, moi, je trouve ça super que les élèves voient ce genre de spectacle-là. On peut être vraiment émerveillé par du théâtre classique, mais il faut aussi qu'ils réussissent à voir autre chose. Il faut qu'ils voient des spectacles comme ceux de Gabriel, du théâtre contemporain, intelligent, pensé pour eux. Je pense qu'il faut montrer, en fait, toute la latitude que peut avoir le théâtre. Parce qu'il y a autant de théâtre qu'il y a de créateurs. Donc, je ne crois pas à ça, quelqu'un qui dit « Ah, moi, j'aime pas ça le théâtre, j'ai vu un show. » Tu sais, il faut en voir. Il faut en voir pour savoir qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas. Tu sais. Puis au-delà des tranches d'âge aussi, au niveau que pécunier, ce serait vraiment bien que l'art en général vivant soit mieux soutenu. Il faudrait que les billets de théâtre baissent. Mhm. Parce que c'est vrai, là, ça s'en vient d'affaires de classe sociale. Pensez à ça, sortir à deux un couple qui peut pas se permettre d'investir justement 50 $ par billet, plus genre la gardienne. Puis ça revient à des soirées à 150, 200 $ là, aller au théâtre. C'est pas démocratique. Là, souvent, si tu sors au spectacle, tu vas aller au restaurant, tu vas aller. Ben, c'est ça, c'est C'est comme... une roue économique qui tourne aussi, là. C'est un gros apport. Ouais, puis étant donné que ça devient un investissement important pour des gens d'aller au théâtre, ben c'est là qu'ils s'embourgeoisent parce que le théâtre va, pour pas perdre ses abonnés, parce que ça fonctionne beaucoup sur les abonnés, puis pour pas perdre justement son public, va pas vouloir sortir de certaines zones, va pas vouloir aller là pour être sûr de pas choquer le public, pour garder son public. Fait que c'est un cercle vicieux, comme pas super agréable, puis qui mène un peu à l'embourgeoisement du théâtre. Fait que ce serait vraiment fun pour la démocratisation du théâtre qu'il y ait un meilleur soutien comme public pour qu'on puisse baisser le prix des billets aussi. Fait que finalement, on va prendre l'argent de la Fait que, gouvernementale. finalement, on va le prendre. Ouais. Parce que si on dit que les théâtres baissent leur prix pour faire des ventes, au final, c'est le théâtre qui va pouvoir produire moins de spectacles à la longue. Là, dans le fond, c'est que ça prend vraiment un support qui vient du gouvernement. Oui, Ouais. Quelque on n'a chose, pas le là. choix parce On que peut pas une baisser le prix des compagnie, billets. une compagnie de production, justement, qui fait le gros de son argent ou une grosse partie de son argent sur les revenus de billetterie est déjà à la gorge. Là. On doit faire des demandes de subventions. Bon, comme je le disais tout à l'heure, on doit vraiment être super large dans notre financement, aller chercher des commanditaires, aller chercher des donateurs. Tu sais, on n'est pas... on aimerait beaucoup là, être à 95% dans nos salles de répétition, tout le temps en train de penser à nos shows artistiques. Mais malheureusement, une grosse portion de notre temps quand on produit du théâtre, c'est d'aller chercher tous les outils pour pouvoir la produire, la pièce. Ouais. C'est la promotion, c'est le financement, c'est toute la pré-production, Ouais. il y a énormément d'organisation. Et le financement est une grosse portion de ça. Remplir une demande de subvention, c'est pas joyeux à faire. Ça nous prend énormément de temps. Puis quand on le sait, on a une chance sur 4 de l'avoir à chaque fois qu'on le fait. Le 15 heures qu'on passe sur la demande de subvention, il peut être difficile à avaler là, quand on le sait qu'on a peu de chance de l'avoir finalement. Tu sais. Ouais, puis j'imagine que c'est pas des attitudes que, quand tu vas étudier en théâtre, c'est des choses que tu penses nécessairement qu'il faut que tu ailles. C'est des affaires que tu développes parce que tu veux vraiment que ça marche. Mais Absolument au début, pas. tu sais pas ce que tu fais, là. Non, Mais c'est c'est en capoté. train de changer. C'est en train de changer. J'ai commencé hier à donner un nouveau cours dans une école de théâtre qui est un cours d'entrepreneuriat, qui est un cours qui s'appelle le Laboratoire de production autonome au théâtre à Lionel Groux. Et l'objectif, c'est ça, c'est d'amener les jeunes, la relève, à connaître un peu tout ce qui entoure l'objet artistique pour que s'ils ont une fibre entrepreneuriale, puis même s'ils ne l'ont pas, s'ils sont uniquement interprètes, ils vont savoir ça implique quoi une production. Qu'est-ce qui fait le producteur? Qu'est-ce qu'ils font les concepteurs? Comment on se démène en fait pour que le show ait lieu? Donc, il y a des différentes écoles de théâtre qui se sont penchées sur la problématique et qui sont en train d'apporter des solutions pour que la relève soit un peu mieux outillée. Mais je pense à Gabriel puis moi, on est arrivé dans un temps où on a été formés comme interprètes, des super bonnes écoles de théâtre, mais on arrive dans le milieu puis on fait « OK, là, si on veut monter des projets, on fait quoi? »
Et là, il a fallu qu'on apprenne sur le tas de A à Z. Je pense que tu voulais rajouter quelque chose aussi là-dessus. C'est super intéressant ce que Marc-André a comme nouvelle charge de travail, puis ça montre une belle sensibilisation pour nous laisser moins. Tu sais, les professeurs, des fois, comme moi, je suis au conservatoire, sont moins conscients de la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Tu sais, c'est des grands acteurs qui travaillent depuis 20 ans dans le milieu. Fait que pour eux, ils sont comme, ben voyons. Tu sais, une prof qui m'avait croisé 3-4 ans après m'avait dit, mais où êtes-vous? J'étais comme, ben, je trouve. Elle dit, ben, si vous ne travaillez pas, c'est que vous ne le voulez pas assez. J'étais comme, oh! Tu sais, c'est pas toute la même réalité. Eux, ils se faisaient appeler, puis ils passaient des auditions, puis c'était pas la même chose. Mais en même temps, ce serait encore mieux que ce soit financé correctement pour qu'on puisse avoir dans chaque compagnie quelqu'un qui fait de l'administration et qui est bon là-dedans. Oui. Ouais. Parce que ça prend un grand temps créatif, mais ce que Marc-André va faire, c'est un énorme service qui va rendre aux futurs artistes de demain pour vrai, parce que juste le temps d'apprendre à faire une demande de subvention, moi, j'avais déjà dépensé le temps complet pour faire au moins 8 prods. J'exagère à peine. Là. Est-ce que c'est-tu créatif aussi? Complètement. Complètement, oui. Ben, j'imagine que tu hypothèques complètement une partie créative ou un pourcentage créatif juste pour faire de l'administration. Puis peut-être de l'administration qui mènera à rien, tu sais, dans une demande de subvention que tu n'as pas. Là. Ouais, c'est là que ça tue le plus le créatif quand ça fait des mois que tu es là-dessus, puis finalement, tu arrives en première répète, puis tu annonces à tous les acteurs, puis à tous les concepteurs, ça va être un partage de recettes. Ouais. Là, ça te tente comme plus, puis on dirait que là, à partir de ce moment-là, ben, les gens, il faut qu'ils gagnent leur vie. Fait que c'est sûr qu'ils vont toujours te demander de changer l'heure de la répétition pour pouvoir aller à leur audition de publicité. Puis là, ça devient juste un genre de... Tu te sens un peu coupable parce que tu fais travailler des gens pour pas d'argent. Fait que là, moi, en tout cas, je parle pour moi. Je parle pas en général. Moi, je deviens... avec toi. Moi, je marche à partir de ce moment-là, je me sens coupable. Je suis comme, merci d'être là. Puis, excusez. Fait que c'est pas là que je vais me permettre de leur en demander plus ou d'aller plus loin. C'est là que je vais comme m'excuser de vivre. Puis de... Puis tu dois perdre des acteurs en cours de chemin, comme tu dis, s'ils vont faire des auditions, donc nécessairement, des fois, ils vont avoir des rôles plus payants ailleurs, donc on recommence toujours le travail de la pièce. Ben oui, tu peux pas leur en vouloir. Ça m'est arrivé, moi, d'avoir à remplacer à 1 mois de préavis une comédienne. C'est terrible, là. Les répétitions sont déjà bien amorcées, puis là, tu fais « OK, elle a décroché un gros rôle à télé, je la comprends, là. Il faut qu'elle le prenne, elle ne peut pas faire les deux en même temps, mais reste que c'est ça, il faut que tu te débrouilles pas mal pour aller là. » D'ailleurs, Gabriel, tu abordes un peu ce sujet-là dans la pièce ici, justement, cette volonté-là de faire des auditions puis d'avoir décroché le gros rôle dans une série télé. Est-ce que c'est un peu ton histoire que tu racontes là-dedans, la fameuse anecdote du tournage dans le fond du pit, là? Le tournage du pit, malheureusement, c'est une vraie histoire. Ouais. Puis, c'est vraiment... tu sais, les Radio-Canada, ça a eu des... c'est une pièce qui parle de Radio-Canada pour ceux qui... il y a eu une lune de miel, tu sais, dans les années 70. Il y avait comme au-dessus de 10 000 artistes qui étaient payés seulement pour exister. C'était une genre de redevance annuelle qu'on donnait. Puis eux, ils rentraient le matin au bureau. Frédéric Bach, l'illustrateur, lui, il avait un bureau à Radio-Canada. Il rentrait le matin, il dessinait. Personne ne demandait rien, il était payé. Puis à un moment donné, il faisait « Hey, j'ai quelque chose ». Puis là, eux autres, ils produisaient, puis ils envoyaient, puis ça a fait le tour du monde. On a de quoi être fiers de Frédéric Bach. Tu sais, ça a été une genre d'effervescence. Puis aujourd'hui, on est plus... Tu sais, moi, quand j'ai voulu commencer dans ce milieu-là, c'est sûr, je me le suis caché au début, mais maintenant, je suis honnête avec moi-même. Moi, ce que je voulais, c'est décrocher une grosse affaire. Justement, je voyais Radio-Canada pour vite me sortir justement de la merde, puis vite brûler les étapes pour ensuite être en sécurité puis faire ce que je veux. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que oui, ici, c'est un peu ça. Tu sais, c'est la fille qui est focusée juste pour être dans TV. Faut être dans TV. Si t'es pas dans TV, ça n'aura pas de sens. Puis comme jeune actrice, des fois, tu dis ça un peu. Tu fais, hey, mes problèmes financiers sont réglés. En plus, je vais avoir un nom. Fait que je vais pouvoir faire ce que je veux. Je vais pouvoir aller n'importe où, déposer mes projets, puis ils vont être pris parce que... Fait que tu sais, c'est un genre de piège. Puis à un moment donné... Ça peut être éphémère de toute façon. Absolument. Puis au contraire, ça vient avec justement, plus tu es une personnalité publique, moins tu peux prendre parole peut-être librement. Là, là, en même temps, je parle, j'ai pas la vérité universelle, mais c'est ça. Fait que oui, ici, il traitait beaucoup de ce sujet-là, puis c'était beaucoup rattaché à ma perception. Oui, rattaché. Ça me fait passer à une question. Pensez-vous que si il y avait un système de revenus garanti, là, mettons 1 000 par mois, 2 000 par mois, ça changerait bien des choses pour toute la création artistique? Comme en France, mettons. Comme je sais pas, il y a certaines places, pays scandinaves qui sont en train d'implanter, ils font des tests, là, mais...
Tout à fait. Moi, je pense que ça serait une bonne idée. Beaucoup de gens pensent, la première affaire qui vient en tête, c'est OK, il va y avoir des profiteurs. Mais en réalité, il va surtout y avoir des artistes qui vont être moins à la gorge, qui vont pouvoir respirer davantage, puis qui vont pouvoir se concentrer sur créer. Moi, j'ai été des années, là, depuis ma sortie du conservatoire, j'ai été des années à travailler 40 heures par semaine sur mes projets pour développer ma compagnie puis pour développer mes projets, mais en parallèle, faire 20-25 heures de travail pour pouvoir payer mes billes. Puis, ça prend du temps avant de réussir à en vivre. C'est formidable quand on y arrive, mais pendant ces années-là où tu es un petit peu partout, tu te brûles la chandelle par les deux bouts, tu as une dose de stress qui est énorme. Donc oui, moi je pense que ça serait une bonne façon de soutenir nos créateurs, certainement. Toi, tu travailles avec un conseil d'administration. Ça se passe comment la dynamique? Évidemment, c'est des gens qui ont un autre job dans la vie. C'est pas du monde qui sont en plein pour gérer ta boîte. C'est vraiment toi qui gères au final comme DG dans le fond. Oui, je fais la direction générale et artistique. Puis depuis, ça aussi, ça s'est installé au fil des années, mais depuis peut-être 4 ans, on a bâti un bon CA on est rendu avec 7 personnes du milieu des affaires dans différents milieux. Puis c'est formidable parce que c'est un CA qui est consultatif, qui m'aide énormément. Moi, je leur arrive avec les problématiques que je peux rencontrer, puis on va en discuter selon leur champ d'expertise. Il y en a qui vont pouvoir nous aider. Et aussi, beaucoup, ils nous font bénéficier leurs contacts. Fait que pour les conseils, pour les commanditaires, mais aussi pour les donateurs, quand on fait notre cocktail annuel, ben, eux autres nous amènent du monde. C'est pas ma gang d'amis artistes qui va financer nos shows, c'est du monde qui ont des emplois peut-être un peu mieux rémunérés. Donc ça, c'est quand même aussi super d'avoir sur notre CA des gens qui peuvent avoir des ressources comme ça. C'est cool parce que c'est ça. Tu disais que tu pars travailler juste avec tes amis, mais tu as tes amis artistes, tu as tes amis gestionnaires aussi. Fait que là, tout ça se mélange ensemble. Puis ça crée. Mais c'est qu'on s'est rendu compte à un moment donné, puis Gabriel, tu as sûrement fait le même constat, c'est qu'à un moment donné, tu fais hey, c'est absurde. Genre, toutes les compagnies artistiques, on s'échange notre 10 $. On s'en va dans une soirée karaoké pour un show, là, tu payes, tu encourages. Puis là, tu t'en vas dans un petit cocktail pour des amis, d'autres amis. Puis là, après ça, t'en fais un, tout le monde vient, mais on fait juste s'échanger notre argent entre nous, tu sais. Puis ça se peut pas, là. Puis c'est pas des assez gros montants pour que ça vaille la peine. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, en s'organisant, on en a cherché d'autres mondes, puis en créant des événements pour ces gens-là, des cocktails un petit peu plus élaborés, bien, on réussit à se financer davantage, à aller chercher un peu plus ce qui nous manque. Oui, parce que ici en région, se réseauter, c'est entre guillemets facile. Les milieux sont plus petits, mais à Montréal, c'est un autre game là, d'aller chercher des contacts. Puis ça prend du temps, j'imagine, d'aller chercher ces contacts-là dans le milieu, dans tous les milieux finalement. C'est très compétitif, c'est certain. Là. Il y a beaucoup. Ça revient quand même que c'est un petit milieu. Ouais, on connaît vite tout le monde. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Marc-André. Oui, ben on connaît tout le monde du milieu artistique. Ouais. Mais mettons que tu veux aller chercher des commanditaires. Là, c'est plus compliqué. T'as pas la plomberie du coin que tu connais déjà, que tu peux aller jaser. C'est beaucoup plus difficile d'entrer en contact avec des entreprises, de développer des liens avec les partenaires. Oui, c'est vrai. Avez-vous déjà pensé à faire, je dis ça comme ça, mais à faire, mettons, une résidence dans un plus petit milieu, dans une région, pour peut-être avoir de l'aide financière, puis d'aller créer, à la place de créer à Montréal, mettons, tu viens en Abitibi, tu crées en Abitibi, tu trouves des partenaires, puis tu t'entoures du milieu pour faire une résidence, puis après peut-être exporter la pièce. Ça a-tu déjà été dans les pensées? Il faut tout le temps que ça soit en valeur en phase, en fait, avec nos valeurs artistiques. Donc, il faut que le projet qu'on monte, avec qui on le monte aussi, ça fitte avec notre mandat artistique. Je peux pas trop en parler parce que c'est encore hyper embryonnaire, mais il y a des coproductions qui s'organisent entre Montréal et les régions, au Québec et des régions. En fait, des compagnies et des compagnies en région. Et nous, on est en belle discussion avec une compagnie en Abitibi. Donc, je ne peux pas m'avancer plus. Oui, Étienne Jacques, toujours. Je ne peux pas en parler. Arrêtez, je peux pas. Quand même,
T'as quand même quelques attaches en Abitibi-Témiscamingue, si je me trompe pas. Ouais, ça fait 14 ans que je suis avec une Abitibienne, donc j'ai un peu ça dans le sang aussi. Mais c'est ça, c'est super. Là, présentement, on est en train de développer l'idée d'une coprod avec une compagnie abitibienne, puis c'est très, très excitant. Ouais, t'es encore en train d'oreiller. Oh, on va suivre ça attentivement. Ça, c'est-tu pour du proche considérant la situation, mais c'est du court délai ou du plus Un horizon d'1 an et demi. Oh, t'as mal. On va faire aller nos contacts. On a bien hâte d'entendre ça. On a bien hâte de voir ça. Ça, on va aller. C'est un petit milieu, l'Abitibi. Ouais, c'est ça, on va le savoir demain. Demain, on va le savoir. On a 2 gars. Ça va être sur le médiaté.ca dans 15 minutes. Bien sûr, suite à ça, je vais avoir plein d'offres de faire des coprods. Toute l'Abitibi va me contacter. Hey, on va le faire. J'ai entendu dire que t'avais un projet. Sinon, là, j'imagine, j'ai le goût de vous poser la question, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres dans les prochains mois? I guess que vous le savez pas, là, mais... C'est assez dur, effectivement, de planifier les prochains mois. Actuellement, moi, j'enseigne jusqu'en mai, mais ensuite, c'est pas mal à l'automne. À partir de l'automne, si on peut aller dans des salles avec des publics pas trop distanciés, je vais avoir une année complètement folle où tous les shows qui ont été repoussés vont se ramasser dans la même saison. Juste avec Bistouri, on en ferait 4 ou 5, puis je vais travailler sur 2 autres shows avec d'autres compagnies aussi. Fait que ça va être une année immense si on peut recommencer à ouvrir les vannes. On en parlait tout à l'heure, il y a des possibilités d'engorgement. Ça se pourrait qu'il y ait des comédiens qui ne soient pas disponibles, donc il va falloir faire des remplacements, des nouvelles répétitions et tout ça. Mais en tout cas, je pense que toutes les compagnies ont vraiment hâte de pouvoir remettre la main à la pâte là-dessus. Tu souhaites tout faire appel à Christian Bégin pour jouer le pénis, ça se trouve? Ouais. Christian Bégin, c'est le seul qui reste. Christian Bégin, d'où ça sort? Je pense qu'il ferait un bon pénis. Quelle comédienne ou quel comédien québécois ferait un pénis, d'après vous? Bon pénis? Ouais. S'il n'était pas décédé, je vais Poseidon. demander à Janine Souto. Là, ça Ouais. Oui, hein? Ça aurait été Ça aurait été merveilleux. un rêve, ça, c'est sûr. C'est sûr que t'as ce rêve-là caché en toi. Non, mais la fille de Marc Labrèche aussi, là, j'oublie son nom. Léane Léane Labrèche Labrèche d'or, ouais. Ça Ouais, pourrait être ça drôle. ferait un bon pénis, c'est vrai. Mais Et toi, Gabriel, qu'est-ce qui s'en vient? Comment? Et toi, Gabriel, qu'est-ce qui s'en vient? C'est ça. Plein de choses ou rien, parce qu'en fait, c'est ça, c'est drôle, parce que justement, là, on essaie tout de replacer. Fait que ça se peut que j'étais censée avoir justement une année de feu, là, ça montait vraiment bien. Jouer dans un spectacle qui jouait et à Montréal, et à Paris, et à plein de places. Ensuite, produire mon prochain show. Ensuite, là, ça, ce qui est sûr, je vais faire une mise en scène à l'École nationale. Ça, je suis très contente. Okay. Et puis, ça, c'est sûr, ça va avoir lieu parce que c'est un cadre scolaire. Mais tu sais, tout ce genre de... plus, jouer dans 2 autres pièces, c'était vraiment le fun. Mais là, étant donné que tout s'est mis à bouger, là, quand ça va être replacé, je vais peut-être en perdre. Tu sais, je vais peut-être me ramasser à faire juste une des 5 affaires que j'étais censée faire parce que ils vont tout être placés en même temps. Fait qu'on dirait que j'ai peur de qu'est-ce qui s'en vient. Tout le monde artistique des arts de la scène présentement est un peu comme ça. On reprogramme des trucs, on est comme content, puis en même temps, j'ai une amie qui m'a dit aujourd'hui, j'ai l'impression de reprendre avec mon ex qui a été violent. Tu sais, il m'a fait mal, là, ce milieu-là. Ouais. Tout a été annulé, puis là, il m'apporte des fleurs, puis je suis comme, je peux-tu y faire confiance? Puis là, évidemment, comme il est Fait très que je pense qu'on se manipulateur, sent tous un peu pour comme ça. tomber là-dedans. Ouais, Ouais. mais bon, c'est sûr. Mais la vie est vaste, là. Fait qu'il y a plein d'autres choses je pense qu'une qualité d'artiste, c'est d'être extrêmement curieux. Fait que peu importe ce qui se passe, moi, je pense que je vais trouver mon compte, je vais trouver de la curiosité dans l'expérience humaine, que ce soit dans un autre domaine ou une autre fonction. Puis tout ça, il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose à comprendre. Puis tu sais, en ce moment, quelque chose qui m'a vraiment déplu, par exemple, puis je tiens à le dire, c'est quand, au début de la pandémie, ça a été essentiel non essentiel. Je trouve que c'est aberrant dans une société. Comme, peu importe, puis pas juste pour les artistes, pour n'importe qui. Tu peux pas dire à quelqu'un qui est non essentiel. Non essentiel dans une société évoluée, une société riche, pas juste sur le plan matériel, mais de l'éducation aussi, puis de la philosophie, puis du développement de la pensée collective. Tu peux pas utiliser le mot essentiel. Je veux dire, ouvre un dictionnaire des synonymes, là. Trouve autre chose. Fait que c'est sûr qu'après, il y a toute cette culpabilité-là qui a réussi à s'instaurer en moi. Je peux en parler pour moi, là, mais je pense qu'on est plusieurs dans mon cas
à se dire, mon Dieu, je suis tellement puérile de m'accrocher à mes projets de théâtre qui vont peut-être reprendre ou pas. Je devrais être en train d'étudier pour devenir préposé aux bénéficiaires Ou placier dans une épicerie. pour vrai, ouais, ou comme redevenir agriculteur, ou je sais pas. Enfin, tu sais, fait qu'il y a comme ce genre de culpabilité-là qui s'immisce, fait que je veux pas trop m'accrocher à mes choses parce que je trouve que c'est puéril. Tout ça à cause d'une genre de sémantique puis d'état, de société aussi, où on en est rendu à se dévaloriser beaucoup. Ah ouais, ça c'est drôle parce que tu sais, l'augmentation du salaire minimum, ça fait beaucoup chaser les gens pour dire ah ben là on devrait pas, mais après ça le lendemain, la pandémie, ben là toutes les personnes, les placeux d'épicerie là, ben deviennent Tout d'un coup, il y a de essentiels. l'argent. Ah, Ouais. là ils ont de l'argent pour être là, mais tu vas gagner le moins 2000 cher. pièces par mois, c'est pas assez, mais l'aide sociale, c'est trop. Ah. Ça nous met nos réalités d'en face, je Ouais, trouve. c'est ça, J'espère ça, qu'on va retenir ça pour la suite, là, qu'on va pouvoir... Grandir en société. Si la pandémie peut avoir donné un coup de pied au cul de bien des choses, ça peut aider. En tout cas, les progrès J'espère. sociaux, là. Au niveau du théâtre, on était déjà très compétitif avant. Tu sais, on est très capitaliste, là, les petites compagnies de théâtre, parce que c'est un modèle très compétitif où il n'y a pas de place pour tout le monde, puis il n'y a pas d'argent pour tout le monde. On s'aime entre nous, mais tu sais, il n'y a pas de place pour tout le monde. On a toutes les mêmes capacités, on est tous talentueux, presque égales. Fait que c'est sûr que déjà, c'était un climat très de droit, très compétitif. Et puis là, moi, ce que j'ai peur, c'est quand ça va repartir, justement, en plus, que comme Marc-André soulignait tout à l'heure, ça va comme refouler aux portes. Pas tout le monde va vouloir en même temps. Tout le monde a 8 projets qu'il a développés. Puis ça fait là, ben, j'ai peur, moi, que ça retombe dans un mode encore plus. Chacun veut son morceau à tout prix, puis il faut que tu sois de la relance, sinon tu ne le seras jamais, parce que quand ils vont reprogrammer jusqu'en 2025. Fait que si tu n'es pas de la partie, quand est-ce que tu vas te réinsérer dans... Ouais. C'est une peur. C'est une peur, puis c'est une petite désillusion de ma part. Je vais être bien sincère avec vous. J'ai l'impression que c'est très compétitif, puis que ça va le rester. Puis je pense aussi aux interprètes de la relève ou en fait à tous les artisans des arts de la scène de la relève qui arrivent dans ce milieu-là, qui ont gradué, mettons, en mai dernier. Puis ils arrivent dans un milieu où ils ne peuvent pas faire leurs preuves. La plupart de leurs shows de finissants ont été avortés. Ils n'ont pas pu inviter les metteurs en scène à venir les voir. Ils n'ont pas pu faire leur petit show dans des festivals et tout ça. Donc, c'est toute une génération de la relève aussi qui arrive dans un no man's land. J'ai hâte de voir comment on va réussir à les intégrer, à ne pas les oublier. Ouais. Puis, comme le disait Gabriel aussi, on n'est pas compétitif dans le fond. Dans le fond. Non, pas dans le fond. On s'entraide tous, mais malheureusement, au niveau de l'argent, quand vient le temps des subventions, puis qu'on se fait dire « Ah, ta subvention est recommandée », ça veut dire que le jury a tous, ils étaient tous d'accord comme quoi ton projet devrait être soutenu. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas assez d'argent, fait que tu étais juste en dessous de la ligne, tu ne peux pas avoir une scène sur ton projet. Fait que là, ça, c'est quand même dommage. Je préférerais, rendu là, me faire dire le projet n'était pas assez bon pour être soutenu, il n'était pas assez bien préparé, tu ne l'as pas assez bien vendu. Mais là, quand on nous dit le projet est bon, il est même excellent, il devrait être soutenu, mais on n'a pas l'argent, ça devient fâchant. Ouais, ça, c'est ça. C'est la preuve qu'il en manque, qu'il faut investir, soutenir davantage pour créer davantage. Hey, on va finir ça là-dessus. Je pense que c'est quand même une belle note d'espoir. C'est tout le contraire d'une belle note d'espoir. Peut-être pas. Oups, excusez, je dis quelque chose de joyeux. Vas-y. C'est le fun de faire du théâtre. Je pense que t'as quand même un ou une artiste derrière toi qui crée, c'est pas pire. Les petites notes de piano, non, c'est ça? C'est pas... Ah, vous l'entendez, excusez! Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Ouais. C'est pas grave. Un ou une future artiste. Donc, faut qu'il fasse aller son talent. Hein. Ouais, ben oui. Pas mal. C'est pas grave. Ça nous accompagnait depuis 2-3 minutes. Là. C'était parfait. OK. C'était parfait. Mais non. Mais pour vrai, c'est vrai que c'est extraordinaire de faire du théâtre puis que on a vraiment très hâte de recommencer. On peut te comprendre, dans les 3 improvisateurs à Amos, puis depuis mars 2020, on n'a presque pas fait on a fait quelques shows, des duels du 1 contre 1. Faire de l'impro sur Zoom, là, faites jamais ça. Non, pas le c'est fun. Ouais, là. moi, j'étais chanceux parce que 2020, j'ai commencé à travailler pour une compagnie de théâtre. Crise de bonne année. T'as le temps d'apprendre. Timing, Pierre. Timing. Donc, Merci beaucoup, Marc-André.
Merci de l'invitation. Merci beaucoup, Gabriel. Merci à vous. On vous suit sur Facebook, le Théâtre Bistouri. On vous suit, Gabriel, c'est le... C'est Moi, vos plateformes, en fait? ouais. C'est l'heure de la plaque. C'est Théâtre PAF, ma compagnie de théâtre, qui est venue cet automne Oui. en Abitibi. Ouais. Ceux qui ont vu ici, c'était très bon et on espère revoir d'autres productions de Théâtre PAF. Et bientôt, on l'espère, Conversation avec mon pénis. J'ai bien hâte de voir ça. Et en attendant, je vais continuer de jaser avec mon pénis puis dans les vidéos sacrées. Moi, je devrais faire ça. Et tu y parlais plus, me semble? Ouais, Tu m'as pas dit que tu y parlais plus? On est en chicane. Ok. Ça va revenir, c'est une phase. Depuis le confinement, on était bien en chicane. C'est ça. Mais bon. Fais attention de garder le 2 mètres aussi. Là. C'est vrai. C'est vrai. Gardez toujours à 2 mètres de sa verge. Bon, ok. On peut pas faire ça là-dessus. Ben oui, On peut finir ça là-dessus. T'as déjà commencé à faire le close. Fait que... Merci. Merci On n'a beaucoup, merci pas eu beaucoup d'avoir de été questions là. de notre côté. Fait que On va vous les transmettre par pigeon si on en a Oui! après. Ben, merci beaucoup. Puis, Bon. merci les gens de partager cette entrevue, discussion-là avec tout le monde sur Facebook là, pour faire voir ces merveilleux comédiens-là qui n'ont pas pu se produire aujourd'hui, mais Et qu'on reverra certainement de Qu'on va bientôt, revoir, d'ici un an c'est et ça. demi là, en Abitibi. avec des projets spéciaux. Avec Étienne Jacques. Peut-être, là, je sais pas. Sinon, nous autres, on a un autre spectacle un peu du même genre, un autre show live la semaine prochaine. Le 4 février, c'est mardi, pas la semaine prochaine, c'est l'autre, je crois, Oui. si je sais mes dates par cœur. Bravo. Oui, puis ça va être Le spectacle Océane. Océane. Spectacle pour enfants. OK, mais c'est la semaine prochaine qu'on me dit à l'oreille. En tout cas, le 4 février, on se trompe pas. Peu importe si c'est la semaine prochaine ou l'autre semaine. On verra. De toute façon, hein, jusqu'au 8, c'est long en tabarnouche. Ouais, c'est Puis, ça. c'est avec Océane, le spectacle, un spectacle familial. On va recevoir 3 comédiens de la pièce. Comédiens, je suis pas trop sûr de tout le monde encore. Ouais, il y a des l'auteur maintenant. Ouais, l'auteur est là, ouais, c'est ça. Fait que on vous invite à venir voir ça dans la même. Même modèle, là. On va Même une discussion modèle. libre de création avec la gang du spectacle Océane qui aurait dû être présenté cette journée-là, ce soir-là également. Donc, merci au Terre des Esquerres de nous avoir fait appel à nous. Ça fait toujours plaisir de venir jaser avec vos artistes que vous bouquez, débouquez. En tout cas, c'est pas clair. Et merci à Médiaté Télé, François Munger en régie. Merci beaucoup tout le monde. Merci encore une fois Marc-André. Merci Gabriel. Et bonne fin de soirée. Appropriation culturelle.